même l'année 2021, tout le monde a refait les budgets avec une déperdition de 15% par rapport à une année normale. Il est probable que 80% au moins des hôteliers, restaurateurs qui auront fait appel au PGE ne pourront pas le rembourser dans 12 mois. Bonjour, merci beaucoup Olivier et Gwenaël de se retrouver pour discuter un petit peu de la situation actuelle et de notre secteur. Alors j'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir Olivier Chopin qui est hôtelier avec les hôtels de Bordeaux, président de l'AIFE, et Gwenaël Lehéroux qui est hôtelier à Aix et restaurateur également à Paris et membre du bureau de l'association de l'AFA, des franchisés de Accor. Comment vous allez? Et moi, ça va. Moi, ça va. Pas de... La santé, ça va bien et c'est très précieux. Dans ces temps troublés, mais tout va bien chez nous. Les collaborateurs qui travaillent et qui ne travaillent pas vont bien aussi. Donc, c'est pas de sujet ici dans le sud-ouest. Bon. Et Gwenaël, l'état d'esprit est bon de ton côté? Dans le sud-est, tout va bien aussi. Tous les collaborateurs vont bien chez eux, mais ils vont bien. Et voilà, la santé, ça va. Donc, c'est d'abord ça, et puis après, on verra. On verra pour le reste. Olivier, tu peux nous raconter en quelques mots comment s'est passé un peu l'arrêt de l'activité, baisse de rideau, qui n'est pas quelque chose dont on a l'habitude dans notre secteur. Ça s'est passé comment auprès de tes établissements? Ça s'est passé de façon assez brutale parce que très clairement on minimisait le phénomène ici, mais depuis le début, hein, on disait bon, ce problème il ne touche que la Chine, et puis ok c'est en Alsace, c'est en Île-de-France, mais bon on continue notre activité et pendant très longtemps on a eu un matelas de réservation assez intéressant, donc on voyait pas non plus venir le coup et cet effondrement là. Et puis quand on s'est rapproché du confinement, de la fermeture des restaurants notamment. Là, on a pris acte et immédiatement, j'ai sondé tous les directeurs. On a choisi de fermer 5 établissements sur 7. On est passé immédiatement en chômage partiel pour 80% de mes collaborateurs. C'est 100 personnes qui travaillent pour les hôtels de Bordeaux. Donc voilà, 5 hôtels fermés, 2 hôtels qui continuaient à fonctionner sur la base du volontariat parce qu'on avait encore du monde. Puis on a les clients qui travaillent, les clients qui viennent sont des clients du bâtiment, parce que c'est pas fermé. Ce sont des soignants aussi. On a malheureusement des femmes battues qui viennent, donc on a 20, entre 15 et 25 chambres, je dirais, sur ces deux hôtels, sur ces deux hôtels. D'accord. Et toi, Gwenaël, de ton côté, comment ça s'est passé sur Aix avec tes opérations? Alors nous, on a commencé déjà sur Paris, puisqu'on a été prévenu à 20h qu'il fallait fermer les 2 bars à vin le dimanche après-midi. J'étais à Aix, pardon, avec les équipes pour prendre la décision sur l'hôtel, et on a décidé de mettre tout le monde au chômage partiel. Je leur ai expliqué pourquoi, et on tourne avec le directeur, la responsable hébergement, le responsable restauration et moi. On tourne 3 jours chacun de garde, ça me rappelle ma jeunesse. Et on accueille les très peu de clients qu'il y a, mais je pense que c'était important aussi qu'il y ait quelques hôtels qui restent ouverts pour le personnel soignant, pour les femmes battues dont a parlé Olivier, pour les artisans, les commerçants qui travaillent aussi, hein. Voilà. Donc on a 99,9% de chiffre d'affaires de moins, mais on rend service à certaines personnes et ça nous permet de rester dans l'hôtel et de le sécuriser aussi, parce qu'il y a une certaine population qui n'est pas restée confinée. Par contre, ce sont les gens qui visitent des hôtels pour voir s'il n'y a pas des choses à voler. Ah oui, d'accord. Comment tu vois un peu les différentes mesures qui ont été mises en place? Alors, il y a eu le chômage partiel que vous avez évoqué tous les deux, mais il y a également tout ce qui était soutien au niveau de la trésorerie avec les plans garantis par l'État. Comment vous vivez ça, Gwenaël, de ton côté? C'est quoi les observations que tu peux avoir? Moi, je trouve que le gouvernement a réagi extrêmement vite et d'une manière très conséquente. Donc, heureusement qu'ils ont réagi en mettant le chômage partiel. Ça nous a beaucoup aidé, nos collaborateurs et nous.
Je pense que c'est important. Les prêts d'État garantis sont une bonne chose avec des petits détails de banques qui ont du mal à donner, qui n'ont pas compris, etc. Donc ça, c'était les premières mesures qui sont extrêmement importantes et qui nous ont permis de commencer à se réorganiser. Mais pour moi, elles ne seront pas suffisantes parce qu'elles vont poser des problèmes de trésorerie dans l'avenir. On est tous à peu près conscients qu'on va perdre 50% de chiffre d'affaires sur l'année. 50% de chiffre d'affaires sur l'année, même sans être un financier hors sol, on comprend que de toute façon, on va avoir de grosses difficultés. Et que donc, il est probable que 80% au moins des hôteliers, restaurateurs qui auront fait appel au PGE ne pourront pas le rembourser dans 12 mois. Et donc, on sera obligé de le rembourser pendant 5 ans. Le problème de ce PGE, si ça reste sur 5 ans, c'est que ça va nous empêcher de rénover nos hôtels et de reprendre un temps d'avance sur l'hôtellerie. Donc, le risque est que le secteur hôtelier prenne 5 ans de retard. Donc, ce qu'on a commencé à porter auprès du gouvernement, nous, à l'AFA, et auprès de l'UMI, c'est de dire le PGE, déjà décalé de 12 mois, 24 mois le temps de remboursement, et puis ensuite étaler sur 15 ou 20 ans ce PGE. Ça coûtera d'argent à personne. Il faut juste qu'on calme un peu la BPI sur les 1%. Mais si on peut permettre aux hôteliers de rembourser sur 15 ou 20 ans, alors on sera en capacité de rénover nos hôtels et donc, de ce fait, d'aider aussi les artisans et les PME qui auront besoin d'avoir du chiffre d'affaires. Donc, je pense que toutes les mesures étaient très bonnes. Maintenant qu'on voit à peu près les grosses difficultés qui sont devant nous, il faut arriver à des suppressions de charges et puis à une capacité de trésorerie redonnée aux hôteliers par exemple, un prolongement du PGE. Tu veux dire, le risque, c'est qu'à un moment, on casse le cycle de rénovation et de CAPEX dans les hôtels et que tout ça va un peu réduire la qualité de l'offre qu'on a, même au niveau de la destination française. C'est probablement à terme un peu une perte de compétitivité aussi. Olivier, de ton côté, qu'est-ce que tu penses des dispositifs qui ont été mis en place? Est-ce que ça te paraissait être bien? Est-ce qu'il y a quelques limitations ou observations comme Gwenaël? Dans un premier temps, nous, là, on se rend compte, mais très clairement qu'on on a vraiment de la chance d'être en France, hein, parce que ce système de chômage partiel, il nous sauve tous, et on est tous conscients que on est dans une situation d'urgence et le gouvernement fonctionne avec cette urgence-là, et nous aussi. Donc, il ne sait pas tout, mais ça nous a donné du souffle. Et il faut de temps en temps comparer avec les autres pays. Les PGE, ça aussi, c'est assez exceptionnel comme mesure, et les facilités d'accès sont réelles, il me semble. Alors, il peut y avoir quelques cas problématiques, mais pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif de la part des franchisés de Louvre, hein, qui ont recours massivement. Après, l'initiative de la fin est sur ce second temps, et dire oui, mais attention, là on a fonctionné dans l'urgence, mais derrière il faudra le rembourser soit dans 1 an, soit dans 5 ans. Et effectivement, en termes de capex, ça va nous limiter. Ça tombe sous le sens, et effectivement, je pense que leur demande est complètement légitime, et on les appuiera. On les appuiera également en ce sens, je pense. Ça tombe sous le sens. Ouais, Gwenaël parlait d'une estimation de 50% de pertes au niveau du chiffre d'affaires. Toi, tu es sur les mêmes ordres de grandeur pour l'année 2020? Sur l'année 2020, je suis entre 40 et 50% de pertes de CA. On a, grosso modo, et pour en discuter avec d'autres, en termes de cash, en termes de free cash flow, on passe ça nous coûte entre 2 ans et 2 ans et demi de cash flow, quoi, sur les structures, ce qui est énorme, et ce qui pose effectivement, comme disait Gwenaël, la question du remboursement après derrière. Mais moi, j'accueille toutes ces mesures avec bienveillance, et
Et franchement, ce sont des mesures d'urgence qui pallient cette urgence-là. OK, derrière, les relais de l'AFA ou de l'AIFE pour dire ah oui, mais peut-être que les conditions de remboursement doivent être revues, et certainement d'ailleurs, parce que l'impact à long terme est hyper non négligeable. Nous, on a refait grosso modo ce qui se dit sur l'ensemble des investisseurs, c'est que même l'année 2021, tout le monde a refait les budgets avec une déperdition de 15% par rapport à une année normale. Donc, il y a cette année-là, mais il y a aussi le futur et cette reprise qui sera un peu plus chaotique parce qu'il y aura des repiques des pays européens, puis africains aussi, qui ne sont pas au même rythme de confinement ou de propagation du virus que nous. Et comment ça se passe sur vos destinations, peut-être comme vous les connaissez bien, que ce soit Aix ou Bordeaux, Gonal, tu peux nous raconter un peu sur Aix, comment s'est passé un peu cette mise à l'arrêt du secteur et puis surtout les particularités de la destination face à cette crise? Ben, sur Aix, il reste, sur 50 hôtels, il en reste 2 ou 3 d'ouverts. Donc, il y a eu une fermeture quasi immédiate de tous les établissements. Enfin, le temps de fermer, de mettre au chômage partiel, au bout de 5 jours, c'était fait. Hem, la gare SNCF d'Aix TGV, qui est quand même un élément crucial, a été fermée. Donc ça, c'est extrêmement problématique. La bonne nouvelle, c'est que la SNCF a promis 100 des TGV cet été, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Hem Ouais, est-ce qu'ils seront pleins? Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En termes de psychologie, de dire aux gens: «Tous les TGV refonctionnent» et cetera, c'est un signe, ça veut dire: «Vous aurez le droit de voyager» et cetera. Donc même s'ils sont pas pleins, c'est pas grave. C'est un très bon, enfin, c'est pas grave, mais c'est un super bon signe, franchement. Et donc ouais, l'activité à Aix, c'est une ville de 140 000 habitants, donc c'est une petite ville par rapport à Bordeaux. Ça s'est vu immédiatement. Ville morte, quoi. C'est, ville morte, et mon hôtel est à côté de l'autoroute. Il y a les camions sur l'autoroute, et il y a plus que les camions. Voilà. Donc ouais, ça a été d'une violence inimaginable. Et tu vois comment la perspective sur 2020 à l'échelle de la destination? Parce que c'est vrai qu'il y a une saison importante qui va arriver là, juillet-août. Si tu peux. Alors, ouais, le démarrage de la saison sur Aix, c'est le week-end de Pâques. Bon, celui-là déjà, on l'a raté. Le festival d'art lyrique et le week-end du Cercle des économistes, qui amène beaucoup de monde, est annulé, même pas reporté, annulé. On aurait pu espérer qu'il le reporte, mais non, il l'annule. C'est trop complexe de décaler les dates, et cetera. Le festival d'Avignon dans la région est annulé. La région a beaucoup, beaucoup d'événements, hein. Sur l'été, c'est 1 500 événements. Ils sont quasiment tous annulés. Donc, on espère que les Français vont vouloir partager leurs vacances, pas tous au bord de la mer, mais un peu partout. Et on compte beaucoup sur les Français, et leur redonner confiance pour qu'ils reviennent chez nous. Donc ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Donc la saison, il va falloir d'abord redonner confiance à nos collaborateurs et les sécuriser en termes d'hygiène, et cetera. Donc il faut faire des protocoles qui sécurisent nos collaborateurs et qui ensuite sécurisent les clients et prouvent aux clients que les hôteliers, contrairement à des loueurs non professionnels de meublés sur des sites qu'on connaît bien, nous, hôteliers, on est capable d'assurer à nos clients que nos chambres ont été désinfectées, que nos chambres sont propres, que notre personnel est tout à fait conscient des normes, et cetera, il les respecte, que nous mettrons les moyens pour avoir des hôtels où le virus ne passera pas. L'idée, c'est de dire: les hôteliers sont des professionnels, et donc on a la capacité à faire notre métier, et notre métier, c'est de vendre des chambres propres, et donc sans virus, et sans cette petite bestiole qui nous pollue un peu la vie. Évidemment, Olivier, côté Bordeaux, c'est quoi un petit peu ton analyse au niveau de la destination?
La destination Bordeaux, alors c'est quand même des hôtels assez business, donc la saison va être moins problématique. Juillet, août, c'est traditionnellement pour nous un peu plus creux. Ce que je vois, c'est que on a des hôtels qui sont quand même assez franco-français sur notre clientèle, donc la clientèle étrangère, on oublie toute la partie événementielle, on l'oublie aussi. Euh, Par contre, les Français vont en avoir marre, ils vont avoir besoin de bouger un peu, de se retrouver un peu. Euh, la typologie de nos hôtels fait que euh, on peut espérer un retour des clients et des clients qui vont graviter, qui vont se positionner sur un hôtel et graviter sur le bassin d'Arcachon un jour, dans le Médoc un autre jour, à Saint-Émilion, etc., voir la dune du Pilat. Donc, personne n'en sait rien. J'ai des établissements moins touristiques. Euh, donc la typologie de nos hôtels peut nous être favorable. On avait souvent, on a fait l'analyse, on s'est dit, ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis avait forcé les compagnies aériennes à faire un choc de confiance par rapport à la mise en place de portiques de sécurité pour rassurer les clients que prendre l'avion et d'aller pas sauter en plein vol, etc. Aujourd'hui, on utilise un peu cette métaphore pour dire on doit aussi avoir ce même choc de confiance sanitaire sur l'ensemble des secteurs de la filière. Gwenaël l'évoquait tout à l'heure. C'est quoi alors tout ça est encore un peu vague, hein, mais globalement, est-ce que vous commencez à réfléchir à ces sujets-là? Alors oui, on y réfléchit avec le franchiseur, le franchiseur de par son expertise, de par son expertise, de par son expérience aussi avec les actionnaires chinois et ce qui se fait en termes de safety en Chine. Ils travaillent et les chaînes intégrées travaillent à nous délivrer les bons process qui font leur preuve. On est associé dans cette démarche-là, mais oui, ça va changer à tout le moins dans les 3 premiers mois, et pour nos équipes, et pour les clients. Et il faudra qu'on donne à voir ce côté safety qui va être non pas différenciant, mais l'élément de base. L'élément de base. Donc, ça va être effectivement le port des masques, les plexis, les distances. Alors, on peut rendre certaines choses, enfin le port de masque, on peut rendre un peu plus fun aussi. Et il y a tout le travail sur la restauration à mettre en place, qui est le grand oublié aujourd'hui des annonces. Mais un nouveau circuit, une nouvelle circulation des clients, l'entrée, la sortie du restaurant, l'endroit où il paie, on doit les mettre ailleurs pour l'apéritif, etc. Est-ce qu'ils doivent s'ils doivent passer commande avant? La désinfection des chambres, si on revient aux chambres, il y a des petits robots qui commencent à exister. Donc ça, c'est un travail que les franchiseurs font, auquel on est associé, mais un mois sera le bienvenu pour pour tout mettre en place opérationnellement pour les clients et pour nos équipes aussi, parce qu'il ne faut pas négliger la peur que peuvent, même s'ils en ont assez de rester chez eux, mais il faut les rassurer, les réconforter et mettre tout en œuvre pour que nos collaborateurs puissent travailler dans les meilleures conditions. Olivier, dans ce contexte très particulier de crise, comment se passe la relation de partenaire que vous avez avec votre franchiseur? Eh ben alors nous, on a l'habitude, hein, et tu le sais, de temps en temps, de se taper gentiment sur la tête, franchisés et franchiseurs, sur tout un tas de sujets. Nous, on trouve à côté de nous, dans ce moment-là, un franchiseur qui est réactif, qui est proactif, qui nous donne de l'information, qui partage l'information, qui nous associe aux prises de décision, aux choix. Enfin, voilà, euh, il y a un alignement d'intérêts aujourd'hui qui est hyper important.
Et, et ça, c'est assez remarquable. Je le dis d'autant plus volontiers que je te dis qu'on se tape sur la tête assez régulièrement. Alors, ces intérêts alignés sont d'autant plus vrais que Louvre-Hôtel est dans le même cas de figure que nous, parce qu'il a des hôtels en propre aussi. Il partage nos problématiques, donc ces problématiques sont les nôtres. Mais voilà, il y a des couples pour lesquels le confinement se passe pas bien. Nous, en l'occurrence, ça resserre les liens. Alors, je te rassure, on se retapera gentiment sur la tête après, mais on n'oubliera pas ce moment-là. D'accord. En tout cas, oui, c'est face aux crises qu'on repriorise un peu aussi les sujets, quoi. Et Gonaël, de ton côté, comment ça se passe? On est aligné sur quasiment tous les intérêts, mais Accor a aussi d'autres intérêts qu'on peut comprendre et que je ne juge pas. Hein. Donc, il faut qu'ils se bataillent, eux, sur 2 fronts à la fois, etc. Sur la partie opérationnelle, on a fait des groupes de travail, voilà, et on participe aux groupes de travail et ils ont inclus des franchisés, des opérationnels, etc. Et tout se met en ligne. On a tous les vendredis des conférences téléphoniques avec Franck Gervais et Jean-Charles Delgado, qui sont les patrons de l'Europe, pour justement remonter les difficultés ou donner des idées telles que le PGE, etc., pour qu'ils le remontent, eux, auprès du gouvernement. Donc, le confinement se passe plutôt bien, comme le dit Olivier, voilà, avec des sujets communs qui commencent vraiment à nous fédérer. Et c'est vrai que c'est dans les difficultés qu'on reconnaît les partenaires et on a la chance de pouvoir se dire franchement les choses. Et ça, c'est un avantage. Et quand il y a des couacs, et ça arrive, et de notre côté et du leur, on se dit les choses et on repart sur de bonnes bases. Et ça, c'est très appréciable parce que du coup, on réaligne tous les intérêts et on avance durablement sur le sujet. Donc, pareil, Accor est présent, ils sont sensibles et ils sont comme tout le monde, ils regardent sans savoir de quoi ça sera fait demain. Donc, c'est évidemment compliqué dans des périodes de crise d'avancer sans savoir vers où il faut aller. Donc, non, non, tout le monde est présent et, euh, et on est tous sur le pont. Et les franchisés aussi, hein, ils jouent le jeu et ils travaillent sur des trucs pour le bien commun. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que face à nous, on a un nouveau cycle et donc effectivement, autant partir du bon pied devant tous les challenges et probablement les horizons moins nuageux qui nous attendent à tous pour le secteur. On a eu, suite à l'intervention de Macron, un peu cette date du 11 mai pour commencer à ouvrir un peu les portes du confinement. On a bien vu que la partie tourisme ou accueil de lieux, enfin en tout cas de l'accueil dans les lieux publics de personnes, ça n'allait pas être tout de suite mis en place. Donc, on a effectivement un peu de temps. L'idée, c'est d'arriver à faire correspondre de façon assez symétrique l'offre et la demande. Comment vous voyez-vous, dès que ça va être possible de réouvrir, vous allez réouvrir à plein régime? Gonal, de ton côté, tu le vois comment? Bah, alors, il y a 2 choses très différentes, comme l'a dit Olivier. La partie restauration, que ce soit les restaurants, mais la partie restauration dans les hôtels, le petit déjeuner, et le restaurant et le bar, et sans parler même des salles de séminaire, et cetera. Et puis la partie hôtelière. Pour moi, la partie hôtelière, j'ai pas fermé, donc on a fait des scénarios pour monter en puissance au fur et à mesure, de former nos collaborateurs, et cetera. À partir de la semaine avant le 11 mai, on va déjà faire un nettoyage complet de l'établissement parce qu'on pense qu'à partir du 11 mai, certains déplacements professionnels vont reprendre, donc on aura un peu plus de monde qu'aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure, on montera en puissance en rappelant les collaborateurs dont on aura besoin. Sur la restauration, alors les restaurants sont fermés et là, on n'a aucune date d'ouverture. Ce qui est différent de l'hôtel quand même, hein. Il n'y a aucune date d'ouverture. Aujourd'hui, le haut commissaire au déconfinement demande des propositions et en effet, comme le disait Olivier, la restauration, ça va être plus complexe parce que l'hôtellerie, ce sont des espaces privés. Donc, une fois que le client est dans sa chambre, je pense que le client, si on lui dit, pour des raisons d'hygiène, on ne fait pas de recouche quand vous êtes là de nuit, etc., il sera capable de l'entendre. Les restaurants, les distances de sécurité sont quand même moindres.
tout le monde n'aura pas les moyens de mettre des tables dehors et donc de faire des distances. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et pour nos collaborateurs, pareil, hein, les cuisines ne sont pas des cuisines à l'allemande où il y a 400 mètres carrés de cuisine. Moi, j'en ai pas beaucoup. Donc, avoir 2-3 cuisiniers dans des cuisines qui sont plus petites, ça va poser des questions et on a intérêt de répondre parce que, et juridiquement et moralement, on doit mettre en sécurité nos équipes. Donc, pour la restauration, c'est plus complexe et je pense qu'on a malheureusement un peu plus d'un mois pour y répondre. Mais comme dit Olivier, il faudra au moins ce temps-là pour bien répondre et, euh, et faire quelque chose qui tient la route et qui sécurise tout le monde, et collaborateurs, et clients, et qu'on soit capable quand même d'avoir un chiffre d'affaires qui nous permet de payer les charges. Parce que si tu divises par 2 durablement le nombre de places de ton restaurant, ben, tu pourras pas. On peut tenir comme ça 2 mois, mais on ne peut pas tenir 2 ans comme ça. Donc, il va y avoir des choses à réinventer, c'est sûr. Olivier, comment tu vois, faisons un peu de prospective ensemble, est-ce que tu penses qu'on aura des changements d'habitudes de consommation qui vont s'ancrer dans le temps suite à cette crise? C'est quoi un peu les réflexions que tu as en ce moment? Est-ce que tu te dis, je vais devoir adapter mon produit, mes offres de services? Comment tu vois le monde renaître après cette crise? Alors, c'est une excellente question et j'aimerais revenir sur le propos de Gwenaël, hein, si tu le permets, sur la partie restauration. Oui, pour moi, ce sera beaucoup plus compliqué. Euh, mais par contre, et on est nombreux à le penser, on a un problème avec cette réouverture qui est pas annoncée, en tout cas qui serait à mi-juillet. Ça, c'est trop long. C'est trop long. Aujourd'hui, va nous falloir du temps pour réfléchir et mettre en place. Par contre, on est en capacité à réfléchir assez vite et à trouver des solutions et etc. La date du mi-juillet aujourd'hui, telle qu'elle a été annoncée, elle est trop lointaine. Elle va être pour le coup catastrophique. Moi, il y a des choses que je comprends pas là-dedans. Ça veut dire que on va être nous professionnels de la restauration plus bêtes que les grandes surfaces qui vont être en capacité de recevoir du monde. On va être, nous, professionnels de la restauration, plus bêtes que les cantines d'école qui vont recevoir moult gamins avec une promiscuité assez importante. Donc, des solutions, et je suis d'accord avec Gwenaël, il faut proposer des solutions, et c'est pas évident, mais ce sera jouable. On peut avoir des minuteurs sur les terrasses, des distances de sécurité. Enfin, on peut donner à voir à débuter dans un premier temps sur une capacité de 50% du restaurant pour faire partir la machine dans des conditions de sécurité sanitaire complètes. Ça, je le crois et je voudrais qu'on pousse à ça. Et puis, quel discours, enfin, quel impact ça a aussi dans la tête du client, dans la tête du consommateur lambda, quand il entend, et il y a eu une confusion de notre président sur les restaurants et l'hôtellerie, mais cette confusion a été faite. Donc au final, on a, nous, quelques appels de clients qui disent, mais alors les hôtels, ils sont fermés jusqu'au 15 juillet. Je dis, non, on n'est pas fermé jusqu'au 15 juillet, mais pour les clients, cet amalgame, il est fait. Et au final, on va être le dernier secteur d'activité à reprendre. Donc, clairement, on va être la population, le secteur le plus à risque si on est les derniers à reprendre. Je pense que ce message-là, il est très dangereux pour nous et pour la pérennité de nos affaires. Et donc, il faut essayer, mais en étant force de proposition, de trouver des solutions pour ouvrir avant. Et je pense que c'est possible. On n'est pas plus bête que les autres et on est des pros avec déjà des contraintes d'hygiène qui sont qu'on trouvait des fois démesurées, etc., mais qu'on applique depuis fort longtemps. Donc, on peut s'adapter et on peut trouver des solutions et bien avant le 15 juillet, je pense. Et juste une petite précision sur, parce que ça, on a demandé à vérifier. En fait, ça a été mal compris, mais le président n'a pas dit que les restaurants resteront fermés jusqu'au 15 juillet. Il a dit qu'ils ne réouvriront pas le 11 mai, mais il n'a pas donné de date de réouverture. Et en effet, je suis d'accord avec toi, les gens ont compris qu'on était fermé jusqu'au 15 juillet. Or, ce sont
les manifestations de plus de 100 ou 200 personnes qui sont bloquées jusqu'au 15 juillet. Donc, on a une carte à jouer et c'est ce qu'il faut que l'UMI, et c'est ce que l'UMI fait d'ailleurs, de proposer aux commissaires des conditions de réouverture pour que dès, peut-être pas le 11 juillet, le 11 mai, mais quasiment tout de suite, on soit en capacité de réouvrir, comme tu le dis, petit à petit les restaurants, quitte à, pendant 2 mois, avoir des distances, et cetera, et cetera. Mais justement, il faut qu'on se batte pour que ça soit évidemment très vite derrière le 11 mai. Et si c'était le 1er juin, ça serait, on pleurerait pas, quoi. Mais ça peut pas être le 15 juillet, on est d'accord. Enfin, ça peut pas. C'est C'est sûr, ça, en termes de business, ça va être très compliqué. Alors, du coup, c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de changements par rapport à comment va être appréhendé l'aspect sanitaire dans les établissements et tout ce qu'on a évoqué avant. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres changements profonds auxquels on va devoir faire face? Évidemment, on n'a pas la réponse à date, personne n'a de boule de cristal, mais qu'est-ce que vous pressentez, Gwenaël, toi, de ton côté, tu vois que ça va évoluer comment ça risque d'évoluer ou de changer? Alors ouais, moi, madame Irma, je la connais pas personnellement, donc j'ai pas pu la joindre avant. Mais on a une chance fabuleuse, c'est qu'on est un métier d'hospitalité et l'hospitalité, c'est la relation à l'autre et les gens ont besoin, un, de se déplacer et un, de se retrouver, et cetera. Donc qu'il y ait quelques changements d'attitude, et de fonctionnement, peut-être, oui. Heu Par exemple, la visioconférence, on se rend compte que c'est super sympa, mais quand même que si on était autour de la table. Donc, moi, j'ose me dire qu'on est un métier d'hospitalité, d'accueil et de relation, donc foncièrement, notre métier sera touché à la marge. Et peut-être il faudra sûrement adapter quelques petites choses, et cetera, mais je pense que ça ne mettra pas à risque, une fois qu'on aura recommencé à vivre, un peu normalement, ça ne mettra pas à risque de façon, énorme notre profession. Oui, il y a pas de remise en cause du service qu'on propose. On s'adaptera par rapport à ce qu'on propose aux clients. Ça sera de l'ajustement et puis certainement des choses qui vont ressortir en positif. Moi, la résilience, j'y crois absolument. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ferme et je dis à Olivier: «Tiens, je t'offre un Ibis à Aix». Alex, Olivier, de ton côté, vous réfléchissez au-delà de l'aspect sanitaire qu'on a évoqué, à des évolutions un peu sur la façon dont les gens vont consommer nos services? Mais comme disait Gwenaël, c'est de la science-fiction, on ne sait pas, et c'est comme nos prévisionnels, on établit des prévisionnels qui sont catastrophiques. 2 semaines après, on les trouve hyper optimistes et utopistes. Donc, franchement, je sais pas l'exemple du séminaire. J'étais très inquiet sur la partie séminaire en me disant les gens vont s'habituer effectivement à ces visios. Mais non, enfin, tu l'as vu le premier, j'ai mis 10 ans à trouver le bouton euh, du micro. Donc voilà, ils vont en avoir marre. Ils vont en avoir marre aussi. Ce que je crois très sincèrement, c'est que sur les 3 premiers mois, oui, là, les habitudes vont changer. Ils vont avoir peur. Il va falloir rassurer. Il va falloir communiquer là-dessus. Il va falloir des process qui vont être lourds, etc. Mais euh, je pense et j'espère qu'ils vont s'estomper petit à petit. Pas vivre avec des masques tout le temps, non? Bon, globalement, je trouve que vous avez un bon état d'esprit et c'est vrai que tous les échanges qu'on peut avoir avec l'ensemble des acteurs du secteur, même s'il y a une vision assez réaliste de ce qu'est la réalité et avec toutes ces incertitudes encore à date, il y a quand même un certain enthousiasme et en tout cas une volonté d'affronter cette situation. Tu confirmes que c'est aussi l'état d'esprit dans les équipes chez toi? Ah bah oui, oui, oui. C'est l'état d'esprit dans mes équipes et les collaborateurs ont très bien compris, on peut rien faire. On peut rien faire. À part rester chez soi, on peut rien faire. Donc, et puis attendre que ça passe. Ils ont compris que ceux qui travaillaient, et puis eux aussi, étaient là pour préserver les emplois sur les, euh, sur les hôtels. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus.
Ouais. Gwenaël, de ton côté, l'état d'esprit, alors, il est toujours combatif et les équipes sont. Ouais. Moi, j'ai été très touché, sincèrement très touché par la bienveillance des équipes. Tout de suite, ils ont accepté la chose sans problème. Et plus que ça, ils ont proposé d'aider, même moralement. Ils ont créé un groupe WhatsApp où ils s'envoient des messages, etc. Sur les bars à vin, ils se font des formations autour du vin virtuellement, mais quand même. Mais tu vois, ils gardent le lien. Et avec ceux qui bossent, nous, quand on est à l'hôtel, ils nous envoient des petits messages, etc. Et ils sont au taquet, quoi. Ils veulent retravailler et ils sont moi, je trouve que ça a montré qu'ils étaient très attachés à leur travail et à leur équipe et leur outil de travail. Et moi, sincèrement, ça m'a vraiment touché, vraiment touché, ouais. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous un peu votre sentiment sur la situation et vos situations respectives, que ce soit à Bordeaux, à Aix et dans votre vue du secteur. Bon courage pour les prochaines semaines et en tout cas, merci de votre enthousiasme et de faire toujours battre le cœur de cette industrie qu'on adore et qu'on partage avec les collaborateurs. Vous êtes de bons exemples. Merci à vous, portez-vous bien. Portez-vous Merci bien, à à bientôt. vous. Ciao. Merci.